Cher Jean-Marc Laforêt, président de la Maison de l'Amérique latine, cher Guillaume Pierre, consul de France à Monterrey, cher Paul-Henri Giraud, professeur de l'Université en études hispaniques contemporaines, cher David Noria, écrivain et coéditeur d'Alfonso Reyes, 2 años en Paris, et Athalie Enriquez, la directrice du Maison du Mexique, et on a ici aujourd'hui à Marilena Orantes, c'est la consul honoraire de Houston, mais en plus, elle est la présidente d'une réseau international qui s'appelle 50 + 1 et qui que dans tout le monde, c'est une initiative mexicaine où elle a créé un réseau de femmes, on parle en tout le monde, ce sont des femmes de tout. Et on n'a rien en commun que d'être des femmes, alors c'est difficile la dynamique, mais c'est très intéressant et ça crée beaucoup. Merci beaucoup Marilena d'être aujourd'hui aussi avec nous. Chers amis de la Maison de l'Amérique latine, Paris, carrefour d'avant-garde, a toujours exercé une forte attraction sur les artistes mexicains. Dès le début du XXe siècle, des figures telles que Diego Rivera, Ángel Zárraga, Nahui Olin ou Roberto Montenegro s'installent pour découvrir les courants d'avant-garde, consolider leur carrière artistique et approfondir leur compréhension des nouvelles esthétiques comme le post-impressionnisme, le futurisme ou le cubisme. Au fil du temps, les échanges entre la France et le Mexique n'ont cessé de se renforcer, donnant lieu à un dialogue culturel fécond entre artistes, écrivains et intellectuels de deux pays. Cette relation bilatérale a été portée par de grandes figures au sein des représentations diplomatiques. Du côté mexicain, l'ambassade de Paris a accueilli des personnalités majeures telles qu'Alfonso Reyes dans les années 1920, Octavio Paz dans les années 1950 et 1960, Torres Bodet, Silvio Zavala, Carlos Fuentes, ambassadeurs dans les années 1970, ainsi que Sergio Pitol, Fernando del Paso ou Jorge Volpi. Parmi eux, Alfonso Reyes occupe une place centrale. Poète, essayiste et diplomate, il est l'un des intellectuels latino-américains les plus influents du XXe siècle. Nommé ambassadeur du Mexique à Paris en 1925, il y a tout juste 100 ans. Il joue un rôle déterminant dans l'intensification des échanges culturels entre le Mexique et la France. Admiré par Saint-Jean Perse, Paul Valéry et Valérie Larbaud, Reyes a également exercé une influence profonde sur des écrivains comme Jorge Luis Borges, Octavio Paz ou Carlos Fuentes. La publication récente de l'ouvrage Alfonso Reyes, 2 años en Paris, 1925-1927, est fruit d'une collaboration entre la diplomatie française au Mexique et des chercheurs mexicains en France. Cette publication rend hommage à ces 2 années décisives à travers une riche documentation inédite et iconographique. Monsieur Guillaume Pierre et David Noria ont dédié plus d'1 an à travailler sur les archives françaises d'Alfonso Reyes, d'où est sorti ce livre d'une grande valeur pour l'histoire des relations franco-mexicaines. Alors, je suis sûre que vous allez passer une excellente soirée. On va tous apprendre beaucoup, mais on va aussi surtout avoir l'opportunité de partager avec les acteurs. Merci. Chers amis de la Maison d'Amérique latine, chers coéditeurs du livre Alfonso Reyes 2 ans à Paris, et chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir d'être témoin de cet événement si émouvant qui marque notre histoire et notre goût pour la littérature et la diplomatie. Nous nous réunissons ici autour d'une figure mexicaine à l'esprit universel qui, avec une passion et un énorme talent, a apporté une contribution significative à toutes ces disciplines. Notre cher Alfonso Reyes. Le livre Alfonso Reyes 2 ans à Paris, 1925-1927, est présenté aujourd'hui à la Maison de l'Amérique latine, une région de grand intérêt pour Reyes, où il a eu des liens avec des intellectuels comme Gabriela Mistral, la première femme latino-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature,
et qui apparaît aussi dans le livre. Il a également siégé au comité de rédaction de plusieurs magazines littéraires de la région, notamment la magazine Sur en Argentine et le magazine Mito en Colombie, entre autres. Et en 1939, Reyes retourne au Mexique et fonde avec des autres intellectuels le Collège du Mexique, le Colegio de México, qui préside de 1940 à 1958. Une institution visionnaire qui comprend, entre autres, l'un des premiers centres d'Amérique latine consacrés aux études asiatiques et africaines, où j'ai l'honneur de faire des études. Et il convient de noter que ce livre présenté aujourd'hui a été réalisé avec la collaboration d'un ancien président du Colegio de México, l'historien Javier García Diego. Et actuellement, il est directeur de Capilla Alfonsina, non, la chapelle Alfonsine. Et l'affinité de Reyes pour la France, qui était francophone et francophile depuis son enfance, est évidente. Son rêve d'être dans ces pays bien aimés est devenu réalité à son arrivée comme représentant du Mexique à Paris, destination tant attendue. Et il a fait des rencontres diverses avec toutes les couches sociales, allant de personnalités telles que l'actrice et chanteuse Kiki de Montparnasse, jusqu'à diplomates et écrivains tels que Saint-Jean Perse. Et Reyes a été une figure clé de son époque dans les démantèlements de préjugés et des mythes sur le Mexique, créés par les médias et l'industrie cinématographique. Il a souligné l'importance d'avoir une institution consacrée à l'art et à la culture, une sorte de maison de Mexique où rayonnera une image digne du pays. Comme l'a dit David Noria dans son chapitre sur le centenaire d'Alfonso Reyes, et heureusement, cette idée a donné des fruits et maintenant nous avons à Paris pas seulement une maison, mais un institut culturel dédié au Mexique. Je me permets de citer à Reyes dans la page 54 de son livre. Dit: l'opinion de Paris en matière spirituelle façonne l'opinion du monde. On ne parlerait plus des bandits mexicains et peu à peu la notion de la véritable valeur et l'esprit de notre peuple se répandrait. Comme le souligne à juste titre l'ambassadrice Blanca Jiménez, ce livre est aussi un témoignage de la collaboration entre le Mexique et la France. Je suis donc très reconnaissant de l'initiative du consul de France à Monterrey, M. Guillaume Pierre et David Noria, qui sont présents ici, et aussi que de tous les experts qui ont collaboré à ce projet magnifique. Je vous invite à découvrir ce merveilleux livre, riche de recherches, d'images et de révélations apportées par ses co-auteurs. Le défi sera désormais de le faire traduire en français. Cher monsieur, la parole est à vous. Madame l'ambassadrice Blanca Jiménez, Monsieur le Président de la Maison de l'Amérique latine, Jean-Marc Laforêt, Mesdames et Messieurs, chers amis, dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes 2025, la culture mexicaine fait acte de présence. La parution de l'ouvrage Alfonso Reyes, 2 años en Paris, nous invite à réfléchir à nouveau sur l'humanisme mexicain et ses rapports privilégiés avec la France. Ce livre est dû au consul de la France au Monterrey, M. Guillaume Pierre, qui a eu l'heureuse idée de fêter le centenaire de la mission diplomatique de Don Alfonso à Paris. Le deuxième architecte du livre a été Don Adolfo Castañón, notre premier homme de lettres au Mexique. Pour ma part, j'ai l'honneur d'avoir été convoqué à participer en tant que chercheur et coéditeur dans cette entreprise qui m'a amené aux archives où j'ai pu consulter, avec l'aide précieuse de Jean-Philippe Dumas ici présent, un matériel tout à fait remarquable par sa valeur historique et dont le livre en a beaucoup profité. Vous y trouverez des documents inédits et 7 chapitres par divers auteurs pour mettre en lumière toute une époque et une relation bilatérale, ainsi qu'un choix bien fourni d'images anciennes et nouvelles. Un grand merci à la photographe Anastasia Gladoshuk, ici présente aussi, des endroits fréquentés par notre ministre poète il y a exactement 100 ans.
il est un motif de joie que de voir l'enthousiasme que, du côté français, la figure d'Alfonso Reyes a tout de suite suscité parmi Jean-Marc Laforêt, François Vitrani et notamment Serge Brzezinski, qui nous ont encouragés à faire cette présentation. Du côté mexicain, l'intérêt immédiat est venu au seul appel du nom de Reyes en personne de Madame l'ambassadrice Jiménez, d'Alberto Aura, directeur de l'Institut culturel du Mexique, et de Tania Enriquez, directrice de la Maison du Mexique. À vous tous, merci. Un mot spécial pour le professeur Paul-Henri Giraud, le meilleur interprète de la littérature hispanique et mexicaine en France, qui nous honore avec sa présence parmi nous. L'élégance et l'érudition du professeur Giraud ne sont pas moindres que sa générosité, et je suis sûr qu'il aurait été l'un des interlocuteurs préférés d'Alfonso Reyes à Paris. 1. L'Amérique latine, un devoir toujours recommencé. Le rayonnement d'Alfonso Reyes s'étend bien au-delà du Mexique. C'est pourquoi nous sommes ravis de lui rendre hommage à la Maison de l'Amérique latine. L'autorité et l'admiration unanime dont Alfonso Reyes jouissait de son vivant ont beaucoup contribué à nous rapprocher les uns des autres dans tous les pays du continent. Par là, je veux dire que l'histoire intellectuelle de l'Amérique latine a été marquée par l'action sans relâche de Don Alfonso, car sous l'apparence d'une vingtaine de pays solitaires, court, solidaires, le courant d'une vocation historique partagée. Ce que Reyes cherchait pour l'Amérique latine, synthèse faite de ses réflexions, c'est avant tout une prise de conscience de notre rôle dans l'histoire, un rôle si important que difficile, dont il est obligé d'avouer, compte tenu de la division et l'indifférence actuelle, que nous n'avons pas toujours été à la hauteur. Alors, pour retisser le lien entre les pays latino-américains dans le plan intellectuel, en ce qui concerne une conscience collective et un horizon d'attente, il sera indispensable, j'en suis sûr, de revenir à la source qui est l'œuvre d'Alfonso Reyes, lui qui était à la tête d'une génération de géants qui ont essayé de saisir la spécificité de l'ensemble plutôt que celle des parties isolées. Je pense évidemment aux dominicains Pedro Enrique Sureña, à Mariano Piconsalas au Venezuela, aux Cubains Lesa Malim, à Germán Arciniegas en Colombie, tous des admirateurs de Reyes. L'Amérique latine est encore à inventer. Et Paris, combien vous le savez, c'est l'endroit propice pour encourager ce commerce spirituel. C'est précisément ce qu'on fait aujourd'hui. 2. La France, une sympathie profonde. Alfonso Reyes fut nommé ambassadeur du Mexique à Paris en décembre 1924. Lors de la remise de ses lettres de créance, Don Alfonso s'adressait en français au président Gaston Doumer dans ces termes. Depuis longtemps, vos arts, vos lettres, vos lois ont mérité à la France l'admiration du monde. Et vos règles de vie sont le plus sûr rempart qui puisse protéger l'héritage de la pensée et de la sensibilité latine. Le peuple mexicain est heureux de reconnaître ce qu'il doit, en fait d'idéal et en fait d'impulsion pratique, à l'exemple de votre grande nation. On retrouvera les mêmes idées 20 ans après dans un discours que Reyes écrit depuis Mexico à l'occasion de la libération de Paris en 1944, cette fois-ci rédigé en espagnol. Tras la catástrofe que hemos padecido, y si es verdad que queremos reorganizar el mundo, hará falta el toque del genio francés para dar a las instituciones esa coherencia que nunca pierde de vista el anhelo teórico, antes lo enlaza graciosamente con las posibilidades prácticas. Sin la presencia catalítica del espíritu francés, testigo de mayor excepción, tememos que el mundo pierda algo, porque Francia ha sido la maestra de dibujo entre las naciones. Mucho esperamos, pues, de Francia, por ella misma y por nosotros. Confiamos en sus claros destinos, cuyos destellos rompen ya la cerrazón del horizonte, para que no se pierda en la historia una de las realizaciones más altas y fascinadoras de la especie, mas también para que Francia siga inspirando con su mente nuestro camino vacilante. Cette France inspiratrice, c'est l'idéal auquel Don Alfonso a été toujours fidèle. Mais c'est bien aussi cette France idéale et réelle qui a su à son tour être fidèle à Don Alfonso.
celle de ses amis exquis autour de la Nouvelle Revue Française, Commerce, Le Navire d'Argent, que ce soit Paul Valéry, Adrien Monnier, Saint-Jean Perse, Valéry Larbeau ou Marcel Bataillon, celle des institutions comme l'Institut français de l'Amérique latine, dont Reyes a été le parrain lors de sa fondation, celle des échanges académiques et artistiques, enfin, une France prête à compter sur le Mexique en ce qu'il a de plus intelligent et de plus beau dans tous les domaines, sans le rendre exotique à tout prix, sans faire écho de l'incompréhension et des stéréotypes, mais regardant de près les vraies valeurs de nos arts et l'espoir historique qui nous anime. 3. Face au monde, quel Mexique? Le représentant littéraire et politique qui a été Alfonso Reyes pour le Mexique n'a pas perdu du temps pour rapprocher notre pays du monde et le monde du Mexique. On lui doit notre incorporation en 1926 à l'Institut de coopération internationale précédent de l'UNESCO. On lui doit aussi l'idée de fonder à Paris la Maison du Mexique à la Cité internationale universitaire. Et Paul Rivet, aux années 40, a eu le soutien de Reyes pour les premiers pas de l'Institut français de l'Amérique latine. La Sorbonne lui a accordé le doctorat honoris causa en 1958. Cette année-là, justement, alors que Jaime Torres Bodet est ambassadeur du Mexique à Paris, après avoir été le directeur général de l'UNESCO, le vieux Reyes est sollicité pour adresser un message depuis Mexico à l'occasion des journées franco-mexicaines qui se tiennent à Bordeaux. Un an avant sa mort, Reyes revient sur une définition magistrale du Mexique. Il dit « Sur le chemin indestructible du sol indigène et de la base hispanique est tombée la pluie fertilisante de l'influence de la France et des États-Unis. D'importance capitale dans nos orientations politiques, et chaque fois que la France a envoyé vers nos jardins ses brises chargées de pollen, empruntant d'intelligence et de poésie, a jailli au Mexique comme dans toute l'Amérique latine. » Voilà pour ce que Reyes dit. Pour finir, je dirais, dans quelques traits, on voit apparaître une réalité composée par addition, non pas par soustraction. Il s'agit, dans ces quelques mots simples du maître, d'un Mexique qui ne se contente pas de se plaindre, qui ne succombe pas à la tentation facile de la victimisation, mais qui lève la tête et ouvre ses bras aux quatre coins du monde. Merci. Et maintenant, je voudrais passer la parole peut-être au consul, Guillaume Pierre. Merci David. Alors moi je ne suis pas universitaire, donc je n'ai pas préparé de présentation. Je suis diplomate, je vais essayer de dire quelques mots comme ça, en particulier sur effectivement très rapidement l'impression très forte, la fascination même qu'a exercé Alfonso Reyes sur moi. Je ne le connaissais pas quand je suis arrivé au Mexique en 2021, il y a 4 ans. Évidemment, il y a les grandes figures, Octavio Paz, Carlos Fuentes, et Alfonso Reyes, faut être un spécialiste. J'ai vite appris à le connaître, d'abord parce que son nom orne plusieurs des principales rues de Monterrey, mais aussi de Mexico. Et très rapidement, on m'a parlé de cette figure très importante de la relation franco-mexicaine, à la fois à travers ses écrits, il a notamment écrit sur Paris, et puis les phrases qui ont été citées là par David en disent beaucoup sur l'attention qu'il avait, l'intérêt qu'il avait pour la culture française, pour ce qui provenait d'ici. Mais aussi disent beaucoup sur le travail qu'un diplomate peut mener pour essayer de nouer des relations, pour essayer de se plonger dans un pays, pour essayer de le comprendre, pour essayer de ensuite construire des ponts. Je crois que Alfonso Reyes, et là aussi David l'évoquait, c'est quelqu'un qui a construit des ponts innombrables au cours de sa mission très courte finalement à Paris. Il est resté que 2 ans, hein, c'est court on est plusieurs diplomates dans la salle, on vise plutôt 3-4 ans, il sera resté que 2 ans ici. Il aura réussi d'abord à remettre une ambassade qui était pas en très bon état, vraiment en ordre de marche. Il aura réussi à signer des accords entre la France et le Mexique, donc
travail administratif assez compliqué où il faut se mettre d'accord entre ministères. Il aura réussi à mener des combats culturels importants pour défendre l'image du pays. Et puis surtout, et c'est là qu'il est un peu une figure tutélaire ou quelqu'un qui inspire, il aura réussi à se plonger vraiment très profondément dans une vie à la fois intellectuelle, tous les intellectuels qu'il a rencontrés, très nombreux en 2 ans, dans une vie réelle. Kiki de Montparnasse, il était beaucoup dans les cabarets à Montparnasse, il a sillonné aussi le pays. La vie gastronomique, il a consacré tout un ouvrage aussi à la gastronomie française. Et puis une vie personnelle, manifestement, il était avec son épouse, il était avec ses enfants, il a des poèmes qui racontent aussi ses impressions très personnelles. Donc c'est quelqu'un qui a eu en 2 ans une mission extrêmement dense, extrêmement inspirante pour lui et qui s'est dédié vraiment corps et âme à faire progresser les choses. Donc tout ça donnera plus tard la création de l'UNESCO, dont il est un des inspirateurs. Et je crois que c'est ce qui se joue dans ces années 20 et dont il est une incarnation, se joue le fait que les relations entre les pays doivent être aussi des relations culturelles, doivent être aussi des relations universitaires, doivent être aussi des relations intellectuelles, et ça il le comprend, c'est pas que de la politique, c'est aussi tout ça. Et c'est ce qui va mener à la création de l'UNESCO, qui est un outil de relations internationales très important, en dessous ou à côté ou en parallèle des outils de relations politiques. La Maison du Mexique, représentée ici, l'Institut français d'Amérique latine, qui est notre outil de coopération très important et dont il est effectivement un des parrains. Et donc en fait, à travers ces 2 années et cette immersion profonde d'Alfonso Reyes, s'invente une autre façon de faire de la diplomatie, qui est aussi une diplomatie des idées, qui est une diplomatie du contact, qui est une diplomatie du respect et de l'intérêt pour la culture de l'autre, une diplomatie des ponts culturels. Et ça, c'est quand même extrêmement inspirant pour les diplomates que nous sommes. Peut-être une dernière réflexion, et puis ensuite on pourra bien sûr, on aura terminé, répondre à des questions. Une dernière réflexion, c'est que tout ça, je l'ai aussi découvert aux archives du ministère des Affaires étrangères, et ça rend modeste. Madame l'ambassadrice, sachez que dans un siècle, peut-être des gens comme nous iront lire vos écrits. Donc on va chercher, on retrouve des écrits d'Alfonso Reyes, il y a un siècle que personne n'avait lu ou qui avait été oublié. Et donc on retrouve ces phrases magnifiques, on retrouve des lettres absolument incroyables, adressées au président de la République, adressées au ministre, adressées à sa capitale. Ça c'est en cherchant dans les archives mexicaines. Et on voit à quel point, dans ce travail de diplomate, le moment où on s'arrête, où on écrit, où on communique quelque chose, c'est potentiellement un moment qui peut être important, dense, décisif. Et ça, Alfonso Reyes, c'était indéniablement un homme de lettres qui savait, dans chacun de ses écrits, peser ses mots, faire avancer des idées et y mettre une touche de poésie. Et c'est ce qu'on essaie de retrouver dans le livre. C'est à quel point il a su imbriquer un vrai travail de fonctionnaire, de diplomate, mais en même temps de penseur, d'artiste, de poète et de grand intellectuel. Merci beaucoup, merci chers amis pour votre invitation ce soir. Merci, je suis très honoré d'être présent à cette célébration de ce livre, cette présentation-célébration d'Alfonso Reyes, en présence de Madame l'ambassadrice que je connais maintenant depuis quelques années puisque je suis membre du comité d'administration de la Maison du Mexique, mais j'ignorais qu'Alfonso Reyes en fut l'initiateur intellectuel, donc c'est une rime de plus. Voilà, et je voudrais aussi remercier à la distance Adolfo Castañón qui décidément, à plusieurs étapes de mon intérêt pour le Mexique, parraine différentes aventures intellectuelles depuis il y a longtemps ma thèse sur Octavio Paz.
Alors, justement, Octavio Paz, je suis revenu aux auteurs que je connais le moins mal pour entrer dans Alfonso Reyes après avoir lu et regardé avec un immense plaisir ce livre qui est une réussite parfaite, un équilibre de civilisation, d'études culturelles, d'histoire littéraire, de sensibilité esthétique et poétique. Et donc j'ai relu le texte que Paz avait écrit en 1960, juste à la mort de Reyes, depuis l'Inde, où il était ambassadeur du Mexique. Non, pas encore en 1960. Il allait bientôt y aller depuis Paris. Il était à Paris. Et El Jinete del Aire, Alfonso Reyes, le cavalier de l'air. Et il mettait en valeur ce qui pour Paz était le plus important, c'était d'abord sa poésie, à travers cet équilibre verbal délicat, la balanza verbal, cet amour de la forme qui était un amour de la vie pour Paz, sans contradiction, un amour de la mesure et de la proportion, et en particulier cette œuvre que Paz considérait la plus parfaite dans la poétique, dans la production poétique de Reyes, qui est Iphigénie cruelle, Iphigenia cruel, écrite en Espagne, mais jouée, représentée pour la première fois en public à Paris. En même temps, quand on continue cet hommage de Paz, on arrive à un moment de critique, ce qui fait en fait une comparaison, mais la comparaison nous permet de bien comprendre l'identité propre du grand Reyes par rapport au grand Paz. Paz écrit « J'ai toujours regretté sa froideur, non pas comme personne, mais devant la grande aventure de l'art et de la poésie contemporaine. » En effet, Reyes est ambassadeur à Paris au moment de la grande aventure surréaliste, au moment de l'explosion des avant-gardes, où Paris est la capitale mondiale de l'avant-garde. Et en fait, Reyes ne fréquente pas ces gens-là. Il fréquente Richepin, il fréquente Valéry, il fréquente Saint-Jean-de-Perse, il fréquente des gens tout à fait estimables, mais d'une génération un peu antérieure. Alors que lui est assez jeune, finalement, il a 40 ans. Mais il ne prend pas le train de la modernité en train de se faire à Paris. Et donc il est fidèle à lui-même, à savoir à ce que Paz appelle concierto, acuerdo, equilibrio, concordia, et c'est finalement ce mot qui, selon Paz, convient le mieux à Reyes. Concordia, contraire, la concordance de l'être et de ce qui est autre, l'autre, la réconciliation du mouvement et du repos, la coïncidence de la passion et de la forme. Et Paz insiste sur cet aspect assez passionnel, malgré tout, de Reyes, derrière sa parfaite éducation et sa courtoisie qui conquérait tout le monde. Et donc il conclut ni cerebro, ni vientre, ni sexo, ni mandibula, corazón. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait ni de cœur, ni de ventre, ni de sexe, ni de mandibule. Chez Reyes, il parle peu de sexe, mais il a fait tout un livre sur la gastronomie française, mais tout ça devait s'équilibrer dans le corazón qui est dans Concordia. Et c'est ce mot de Concordia que Adolfo Castañón, à son tour, dans son texte Alfonso Reyes, Otra Grata Compañía, publié dans un livre de 93, Arbitrario de literatura americana, mais qui est sans doute un peu antérieur, sur le plan d'abord de l'art de vivre, que Reyes cultivait au plus haut point, et qui n'est pas opposé chez lui à l'art d'écrire. En effet, Reyes incarne, selon Adolfo Castañón, le classicisme à l'intérieur de la littérature mexicaine. L'œuvre de Reyes, nous dit-il, nous offre non pas de grandes certitudes, mais de petites vérités. Et il valorise cet aspect plus humble, plus modeste de Reyes, qui peut-être nous touche davantage, en tout cas dans sa poésie. Et puis vient un paragraphe que je vais vous citer, qui m'a paru vraiment un portrait extrêmement réussi de Alfonso Reyes. Reyes incarne la volonté de sauver les valeurs de la mémoire, de l'harmonie, de la sagesse, de les mettre à l'abri de la barbarie et des émotions. Il refuse de se laisser séduire par les nouveautés des avant-gardes
Et de fait, toute son œuvre, ses intérêts, sa manière de les présenter, ses intérêts, son attitude devant le monde, est une attitude non moderne ou plutôt anti-moderne. Et c'est intéressant parce qu'il anticipe en fait le livre de Compagnon sur les anti-modernes, qui sont toute une série de grands auteurs français, dans les pas desquels ou aux côtés desquels Reyes marche. Reyes est notre classique, parce qu'il a l'air plus vieux qu'il n'est, plus ancien qu'il n'est, et parce que, dans un sens très profond, il n'a pas voulu être moderne. Il a refusé de donner des messages, de transmettre des dogmes, des vérités révélées, et de transmettre aucun apostolat, si ce n'est celui de l'écriture. Fin de citation. Et c'est là que j'ai compris, en fait, ce qui distinguait Reyes de Paz, parce que Paz, dans une entrevue à la fin de sa vie, à la revue Philosophie en France, la dernière fois qu'il est venu à Paris, il a donné une entrevue, il a dit finalement, j'ai voulu être, depuis mon plus jeune âge, j'ai voulu être un poète moderne. Et c'est ça qui, finalement, les distingue. Ce sont deux hommes de deux générations successives, et l'un a voulu se situer dans le sillage du symbolisme et du post-symbolisme jusqu'à Saint-Jean de Perse, et jusqu'à Paul Valéry, mais pas dans l'avant-garde, alors que Paz a voulu s'y inscrire. Et donc ses amis sont Jean Richepin, Valéry Larbaud, Jules Supervielle, Jules Romain, Saint-Jean de Perse, Jean Cassou, Paul Morand, nous rappelle Fabienne Bradu dans le livre, mais pas André Breton, qui pourtant publie le premier manifeste en 1924, ni non plus Dali, ni Buñuel, qui était à Paris à ce moment-là. Alors certes, j'ai vu avec étonnement la dédicace par Breton du Revolver aux cheveux blancs, qui est apparu en 1932, donc après le départ de Reyes, avec des dessins de Salvador Dali, mais nous n'avons pas, peut-être va-t-on les découvrir un jour, la réponse de Reyes à cet envoi. Il fréquentait parmi les latino-américains son grand ami José Vasconcelos, qui lui était contre Calles, était en exil à Paris avant d'être un candidat malheureux à la présidentielle. Il fréquentait la grande Gabriela Mistral, qui est sa contemporaine exacte et que Paz situe dans un même groupe, Mistral, Reyes et López Velarde, et c'est la même génération post-moderniste que Paz valorise le plus, mais il ne fréquente pas, semble-t-il, en tout cas le livre n'en dit rien, César Vallejo, qui était arrivé à Paris en 1923, qui n'était certes pas un diplomate, qui ne fréquentait pas les mêmes cercles, et on peut se demander si la convivialité diplomatique que Reyes joue à fond, il s'épuise à participer à tout ce qu'on lui propose, et il invite chez lui, etc., ne le limite pas un peu par rapport à ses fréquentations littéraires et l'empêche finalement d'aller voir des poètes importants qui ne fréquentent pas ces cercles-là, qui ne sont pas de ce milieu-là. On aurait aimé assister à une rencontre entre Vallejo et Reyes, mais je ne sais pas si elle a eu lieu, bien que Vallejo travailla alors comme secrétaire du bureau des journaux ibéro-américains à Paris. Et donc, alors, il y a cet aspect de ne pas vouloir être tout à fait contemporain de son époque. Paz, dans un texte plus tardif, en 67, le lui reproche un peu. Fue un gran crítico que nunca aventuró un juicio sobre su época. Et donc un grand critique qui n'a jamais aventuré un jugement sur son époque, et Paz savait de quoi il parlait, parce que Paz évidemment lui envoyait tous ses livres, Reyes lui répondait très aimablement, et par quelques peut-être remarques, mais jamais il n'entrait vraiment dans le fond des livres de Paz, et jamais, que je sache, il n'a publié de critique, ni sur Libertad bajo palabras, ni sur L'Arco y la Lira, dont Paz a préparé la rédaction au moment où il écrivait à Reyes, comme en témoigne l'édition de cette correspondance par Anthony Stanton il y a quelques années.
Et puis, j'ai été surpris dans le livre de trouver cette phrase dans le texte que tu as cité en 45 à la libération, en 44 à la libération de Paris, où dans son amour immodéré pour la France, Reyes écrit: quand on a nommé la Grèce antique et la France moderne, on a reconnu deux des plus grandes dettes qu'a contracté la civilisation occidentale, laquelle, chaque jour, devient de plus en plus la civilisation, sans distinguo aucun. Fin de citation. Et évidemment, cette phrase qui est très gentille pour la France est peut-être un peu plus difficile à lire aujourd'hui, à l'époque du décolonial et de la critique de l'Occident. Et peut-être qu'on pourrait reprocher à Reyes dans cette phrase sa cécité par rapport au monde entier, par rapport à l'Orient, par rapport à l'Afrique, etc. Ou par rapport au Mexique lui-même, dans cette phrase. Alors on sait que c'est faux, puisque Reyes avait publié en 1917 déjà sa vision de l'Anahuac, qui est un véritable poème en prose, très tôt loué par Valéry Larbaud, préfacé par Valéry Larbaud lorsqu'il paraît à Paris juste avant, chez Gallimard, juste avant le départ de Reyes, et qui, pour Paz, était l'un des deux grands textes de Reyes, ce texte en prose qui est un véritable poème. On sait que Reyes, plus tard, écrira aussi les Hierbas del Tarahumara, et donc il n'est pas du tout aveugle au Mexique précolombien, bien sûr. Et c'est ça qui aurait pu le rapprocher de Breton et des surréalistes. Et c'est pour ça que Breton lui envoie son livre, en lui disant « Le Mexique, c'est formidable ». Avant même d'y voyager, Breton était passionné par tout ce qui était le Mexique ancien. Alors, je terminerai sur quand même un point de modernité poétique de Reyes qui apparaît dans le livre, non pas tellement dans les poèmes versifiés, mais dans un poème en vers libre qui s'intitule Aria de la Tarde. Alors j'ai cru comprendre qu'il n'était pas dans les œuvres complètes, c'est ça. C'est peut-être le plus intéressant du point de vue de la modernité poétique, et il n'est pas dans les œuvres complètes. Où peut-être Reyes se souvient d'Apollinaire, de Zone, bergère au Tour Eiffel, quand il écrit El abanico de nubes, cuyo varillaje en la punta de la Torre Eiffel prolongaba los colores de la bandera de Francia. Donc on voit la Tour Eiffel, on voit les couleurs du drapeau, on voit peut-être aussi tant de peintures depuis l'impressionnisme jusqu'à l'avant-garde, où la Tour Eiffel ou le drapeau français peuvent apparaître, plus ou moins associés, pas toujours associés, quelquefois associés. Et le poème continue avec une petite vignette des autos dans la rue qui montre que, comme l'a vu Paz, comme l'a loué Paz, Reyes a su être moderne par l'adaptation en poésie de la trivialité de la ville moderne. Pour Paz, la modernité poétique, c'est The Wasteland, c'est Londres vu par T.S. Eliot en 1922, et c'est la prose infinie de la ville moderne en poésie. Eh bien, à sa manière, qui est différente, évidemment, Reyes a su capter cela dans Aria de la Tarde. Je cite: Las manadas de autos semidóciles al callado blanco del pastor de las Bocacalles, et là on voit le gendarme faire la circulation. Los autos, pues, regidos por unos príncipes soeces del aire libre, que arrastran cautivos adentro a Adán y Eva. Alors Adam et Eva, ce sont des amants de la Tour Eiffel, peut-être. El Príncipe Soez, c'est peut-être le chauffeur. Et on voit que, quand même, Paris reste toujours Paris. C'est toujours la ville d'Adam et Ève. C'est la ville de la... Merci beaucoup.